Pierre Cassignard, Samuel Le Bihan et Thierry Frémont, vous jouez ce soir au Palais des Festivals dans Hollywood, une pièce dont le succès ne se dément pas depuis maintenant un bon moment. Le début de l'aventure remonte à septembre 2011. Septembre 2011, en fait. Oui. On a joué 6 mois à Paris, puis là on est en tournée pour une 55 dates. Oui. Ce qui finalement fera un gros voyage. Mais la pièce a un tel impact sur le public, je dois dire que ça a été à Paris où maintenant là on le juge en province. Elle est extrêmement efficace, extrêmement appréciée et on est très heureux de la jouer. Il l'a trimballée. Alors c'est une pièce qui raconte une incroyable histoire, l'histoire de la réécriture en urgence, du scénario, du plus grand film d'amour de l'histoire du cinéma. C'est vrai, mais David Selznick, interprété par Pierre Cassignard, va vous expliquer. Oui, c'est l'histoire de la réécriture en urgence du scénario d'Autant en emporte le vent. Voilà, puisque le producteur avait stoppé la production, il jugeait que le scénario n'était pas à la hauteur et qu'il fallait faire appel à Ben Hecht, qui est incarné par Thierry Frémont, et qui va vous raconter la suite d'ailleurs. Donc en fait, la pièce commence là, c'est le postulat de départ. Il vient de virer Georges Cukor, qui a déjà tourné L'incendie d'Atlanta et qui était déjà le deuxième metteur en scène, puisqu'un premier metteur en scène était Robert Mamoulian, qui lui-même a été viré au bout de quelques jours seulement. Et donc là, au bout de 3 semaines de tournage, c'est au tour de Georges Cukor, et la pièce commence. Il engage le nouveau metteur en scène, qui est Victor Fleming, qui fait partie de l'écurie et Selznick, puisqu'il est en train de tourner Le Magicien d'Oz, qu'il ne finira pas, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Samuel. Il lui restait 10 jours, mais il ne les fera pas. Et Ben Hecht, qui est vraiment le scénariste un peu des années 30-40, qui a travaillé avec tout, que ce soit Ford, Lubitsch, Oates, Walsh et même Hitchcock. C'est vraiment le gros scénariste. Mais ce qui fait la bonne comédie, puisque c'est une comédie, cette pièce, même si elle a beaucoup de fond, ce qui la rend vraiment plus qu'intéressante, la comédie, c'est qu'il y a plusieurs obstacles. Les obstacles sont qu'effectivement, ni le scénariste ni le metteur en scène n'ont lu le livre. Parce qu'ils considèrent déjà, alors peut-être que pour Fleming c'est autre chose, mais Hecht il considère que c'est un roman à l'eau de rose qui n'a aucun intérêt et qui est un gros roman raciste. Et puis un autre obstacle, c'est que Fleming et Hecht se détestent. Donc ça fait déjà beaucoup d'obstacles quand on sait qu'en plus il y a un scénario de 1018 pages qu'il va falloir réduire de plus que la moitié. Autre difficulté, ils vont être soumis à un régime banane-cacahuète. C'est vrai que Selznick ne leur autorise à ne manger que des bananes et des cacahuètes pendant 5 jours. Parce qu'il veut les empêcher de digérer, parce qu'il est persuadé que la digestion nuit à la création. Voilà, c'est un de ses lubies. Ce qui va augmenter encore la difficulté, parce qu'ils sont enfermés, ils n'ont pas le droit de sortir du bureau, ça va durer 5 jours, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, parce que Selznick était insomniaque. Et ils vont devenir fous, ils vont vraiment devenir fous. Et c'est ça qui était intéressant, c'était de travailler une fatigue à l'extrême, où on n'est même plus dans la fatigue, on a une espèce de nervosité, où on ne contrôle pas toujours son corps, ni son imagination, puisque Fleming devient un peu paranoïaque, il voit des flics partout, mais ça donne des moments d'un burlesque incroyable. C'est ça qui est génial dans cette pièce, c'est que c'est progressif, et on démarre sur le premier acte avec un humour un peu british, ouais, de bons mots, et on va aller doucement vers la dégradation des individus, et donc des situations de plus en plus burlesques et un humour plus visuel. Alors c'est burlesque parce que, comme le scénariste n'a pas lu le livre, vous allez lui mimer les rôles des personnages ? Voilà, c'est ça. Selznick oblige Victor Fleming à mimer toutes les scènes du livre en sa compagnie. Donc Selznick va jouer Scarlett O'Hara et moi, Red Butler. Et c'est ça qui est génial, c'est que pour... Mélanie accouchant, oui. et Prissy aussi, oui, en fait, il me fait jouer. C'est ça qui est génial dans cette pièce, c'est que même si on n'a pas vu le film, on peut apprécier vraiment, on comprend qu'ils n'ont pas lu le livre, on comprend qu'ils le détestent, on comprend qu'ils se détestent, et puis malgré tout, ils sont obligés de travailler ensemble avec Selznick qui les oblige à se ridiculiser. Donc, on vit avec eux pendant une semaine et c'est pas tant autant n'importe le vent, on s'en fout. Ça parle de création, ça parle l'énergie du cinéma, la fabrication du cinéma, Hollywood, ça parle de 39, la situation géopolitique dans le monde, en Europe, quelle place pour les intellectuels, pour les juifs, puisqu'ils sont chassés d'Europe. Il y a des questions fondamentales qui vont créer aussi le cinéma, qui vont créer cette industrie. Et comme elle est naissante, elle est en train de se construire. C'est même les grandes années d'ailleurs. Et c'est intéressant parce qu'on apprend des choses, et puis ça fait réfléchir un petit peu aussi, mais en riant. Justement, jouer cette pièce a amené pour vous une certaine nostalgie de l'âge d'or d'Hollywood ? Non, mais c'est une période extrême. C'est vrai que si on avait une petite machine pour remonter le temps, d'aller visiter un petit peu ce qui était le passé pendant une semaine, ce serait fascinant parce que c'est une époque particulière. À un moment, Selznick en parle, c'est-à-dire que c'est dans ce désert, ce petit village, Hollywood, la lumière était belle et du coup, les premières machines qui captaient des images en mouvement ont été pris d'assaut par des artistes et ils nous ont raconté des histoires avec ça. Et va se créer les plus grosses fortunes de la planète.
dans cette petite localité et va faire émerger des visages qui vont devenir plus connus que les têtes couronnées. Alors a priori, adapter au cinéma une telle saga en 5 jours est une tâche insurmontable et pourtant ça a été le plus grand succès du cinéma. Bah ouais, c'est le miracle de ce film. Je crois que ce film s'est fait sur un miracle hein, et on comprend pourquoi. Mais ce sont des très grands artistes. Selznick était un producteur hors pair, Ben Hecht, un scénariste remarquable, et Fleming, qui a démarré comme ingénieur, en passant à la caméra, a su aussi diriger les acteurs, pas toujours de façon très délicate, mais en tout cas, c'est ce qu'on apprend. Il gifle un peu les actrices, mais il va les amener jusqu'à l'Oscar, voilà. C'est sa particularité. Selznick a vraiment cru au succès du film. Ben Hecht a même refusé de mettre son nom au générique du film. Oui, et Fleming a refusé d'être payé au pourcentage parce qu'il était persuadé que ça allait faire un bide. Donc oui, Selznick était le seul à croire à cette histoire, au succès de cette histoire. Alors Hollywood est une comédie loufoque qui déclenche l'hilarité des spectateurs, mais qui aborde aussi des sujets plus profonds, comme le racisme, et notamment le racisme envers les juifs, ce qui est un peu surprenant vu l'histoire d'Autant pas le vent. Dans la tête des gens, ils ont l'impression que les juifs ont toujours été bien intégrés aux États-Unis, etc. Or non, bien que ce soit eux, comme le dit David Selznick, c'est eux qui ont fait exploser Hollywood. Les plus grands studios étaient dirigés par la communauté juive. Ils étaient jusque dans les années 40, il y avait inscrit dans tous les clubs des États-Unis, interdit aux Noirs et aux Juifs, et dans les bus aussi. Donc ça s'est fait à la longue. Et la pièce a la vertu de raconter cette histoire sous cet angle-là aussi. De raconter que bien que ce soit les princes d'Hollywood, leur vie, ils peuvent pas s'installer n'importe où, ils peuvent pas aller jouer au golf n'importe où, ils peuvent pas prendre le bus de tout le monde, et voilà.